Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours. Aujourd'hui on va parler du thème 6 sur la connaissance et on va voir l'axe 1, produire et diffuser des connaissances. En effet, depuis le début de l'époque moderne, la production et la diffusion des connaissances s'intensifient à la faveur de l'institutionnalisation de la science, des progrès de l'alphabétisation et de l'instruction. La maîtrise des savoirs sert l'individu, mais aussi, vous le savez, le pouvoir. C'est pourquoi la production et la diffusion des connaissances impliquent des mécanismes de coopération, d'échange et de circulation des savoirs qui relèvent de politiques étatiques, mais aussi de la mobilisation d'acteurs privés. Aujourd'hui, on va donc voir comment la production et la diffusion des connaissances deviennent-elles des enjeux majeurs des sociétés contemporaines. Et pour commencer, on va voir que c'est un savoir empirique qui se base sur l'expérience, et cette construction du savoir a pris du temps. En effet, jusqu'au XVIe siècle, la notion de connaissance s'applique à un ensemble de textes faisant autorité. L'Occident se réfère à la Bible et aux ouvrages de l'Antiquité, notamment d'Aristote et de Ptolémée, tandis que la Chine s'appuie sur les écrits de Confucius du 5e siècle avant notre ère. Au XIIIe siècle, les universités apprennent surtout à comprendre et commenter les auteurs au détriment des sciences. Le savoir technique est encore très dévalorisé et la diffusion des savoirs techniques entre deux civilisations est aussi peu répandue. Sans compter, ça aussi vous l'avez largement vu, le prix des manuscrits qui entrave leur diffusion. Seuls les marchands, par leur voyage, permettent ces découvertes. La boussole, inventée au IIIe siècle avant notre ère en Chine, n'arrive ainsi qu'au XIIe siècle en Europe. Enfin, le réseau routier, très polarisé, limite la diffusion des connaissances à certains espaces. Il faut aussi se rappeler qu'avant, l'alphabétisation était réservée aux ordres privilégiés. Elle s'accélère à partir du XVIe siècle en Europe occidentale. 20% de la population sait alors lire et écrire grâce à la multiplication des écoles paroissiales et des congrégations religieuses comme celle de François de Sales. La réforme protestante joue un rôle essentiel en valorisant l'enseignement qui permet à chaque croyant d'obtenir son salut en lisant la Bible, alors écrite en langue vernaculaire. La contre-réforme vise aussi à étendre l'instruction pour contrer du coup les protestants, en ciblant notamment les filles, essentielles dans l'instruction religieuse, qui, elle, est gratuite pour les pauvres. Cette volonté d'instruire les filles s'accentue encore au XVIIe siècle et se retrouve dans le traité de l'éducation des filles, par exemple, de Fénelon. Madame de Maintenon, elle, fonde la Maison royale de Saint-Louis en 1686. Dans ce pensionnat pour jeunes filles nobles, on enseigne aussi bien les humanités que les mathématiques, le dessin et la danse, et aussi l'histoire de l'Église. L'État se préoccupe de plus en plus de l'accès au savoir, car le développement de l'administration, qui caractérise l'époque moderne, requiert un personnel nombreux aux compétences de plus en plus spécialisées. Ce mouvement s'accompagne d'une réflexion plus large sur les modes de transmission des savoirs par les humanistes. Erasme et Montaigne revendiquent ainsi une nouvelle pédagogie s'appuyant sur la bienveillance et la réflexion autonome des enfants que l'on retrouve dans les aventures de Télémaque de Fénelon. Néanmoins, l'alphabétisation ne concerne alors qu'un groupe restreint de personnes issues de milieux aisés ou lettrés et se destinant à la vie religieuse. Les écoles restent rares et chères, et l'alphabétisation à domicile, avec le rôle des précepteurs en particulier, reste la norme. Enfin, l'écart entre les hommes et les femmes reste important, comme la disparité régionale, 4 femmes sur 10 et 7 hommes sur 10 signent leur acte de mariage au nord, quand au sud du pays ce ne sont que 1 femme sur 10 et 2 hommes sur 10. Mais avec la Renaissance, on crée un nouveau rapport au savoir. Leur diffusion s'accélère en Occident au XVe siècle grâce à la création de l'imprimerie par caractère mobile de Gutenberg, mais aussi à la fuite des savants de Constantinople qui s'installent en Italie avec leurs manuscrits grecs. L'humanisme s'impose alors partout en Europe, la philologie permet de retrouver les textes antiques, tandis que le grec et l'hébreu sont mieux connus. La République des lettres et les communautés savantes jouent un rôle essentiel de passeurs de savoir. Ils sont financés par les princes et de riches mécènes. François Ier crée ainsi en 1530 le Collège royal, devenu le Collège de France. Alors que l'Europe est déchirée par les guerres de religion, l'homme est désormais au cœur des réflexions. Les recherches et dissections, menées notamment par André Vézal, permettent à la médecine de faire des avancées significatives. Nicolas Copernic, à son tour, remet en cause l'ordre religieux en affirmant l'héliocentrisme dès 1530, une théorie que va reprendre Galilée, prouvant la rotation terrestre, et qui est, lui, ensuite accusé d'hérésie en 1633 et est forcé de renier ses découvertes pour sauver sa vie. Néanmoins, si les sciences progressent, leur diffusion reste entravée par cette faible alphabétisation des populations qui persiste.
Et les choses vont heureusement assez rapidement changer. À commencer par le développement et la diffusion des idées des Lumières. Les lieux de savoir se multiplient et se structurent ainsi à partir du XVIIe siècle. Après l'Académie française, créée en 1635, et la Royal Society, créée en 1662, l'Europe se couvre d'académies des sciences, de sociétés savantes et d'observatoires. En France, l'Académie royale des sciences est créée en 1666 par Colbert, et Louis XIV fait alors appel au frère Cassini pour cartographier l'intégralité de son royaume. Des cartes qu'on trouve, au passage, sur Géoportail. Ces académies, qui sont d'abord nationales, permettent en fait l'apparition d'un véritable réseau européen de scientifiques entraînant l'avènement des Lumières. Philosophes et scientifiques travaillent en effet de concert car la diffusion des sciences contribue au progrès matériel de l'humanité. Il faut émanciper l'être humain de la religion et de la superstition en promouvant ce qu'on appelle alors l'encyclopédisme. Cet objectif aboutit à la création, vous l'avez deviné, de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert entre 1751 et 1772. Enfin, de grandes écoles sont créées également lors de la Révolution française, comme l'ENS, l'École normale supérieure en 1794, qui forme les enseignants, ou l'École polytechnique, qui est créée l'année suivante et qui forme les premiers ingénieurs. Surtout le XVIIe siècle voit l'avènement de ce qu'on appelle la méthode scientifique. Dès le XVIe, on a commencé à valoriser les connaissances expérimentales et cette méthode se construit réellement seulement au XVIIe et XVIIIe siècle grâce à la création de matériel d'observation, la lunette astronomique, le microscope, et désormais la démarche expérimentale s'appuie sur l'observation, l'analyse et la vérification des faits et permet le succès des découvertes de Newton et Lavoisier. Au XIXe siècle, c'est ensuite logiquement donc que la production et la diffusion de connaissances s'intensifient en lien avec l'industrialisation. Elle va contribuer au progrès technique dans l'armement, accompagnant aussi la domination coloniale européenne. Enfin, les congrès scientifiques internationaux sont placés sous le patronage de grandes personnalités politiques et les connaissances présentées sont ensuite vulgarisées dans des revues scientifiques. À l'heure de la déchristianisation, le positivisme d'Auguste Comte affirme que les sciences peuvent tout expliquer et que les croyances religieuses ont vocation à disparaître. En effet, le progrès scientifique et technique améliore considérablement les conditions de vie, et on voit aussi apparaître de nouvelles disciplines que l'on connaît bien, les sciences humaines, notamment sous l'égide de Émile Durkheim pour la philosophie, mais aussi la création des premiers prix Nobel en 1901, qui marque l'avancée de la recherche fondamentale. La science est donc une activité collective qui s'institutionnalise au sein de laboratoires de recherche, entraînant la création du statut de chercheur au début du XXe siècle. En 1896, Henri Becquerel découvre par hasard le rayonnement naturel des sels d'uranium. Cette découverte majeure entraîne toutes les recherches sur la radioactivité et permet ensuite à Pierre et Marie Curie de découvrir le polonium et le radium en 1898. Ils refusent alors de breveter leur découverte et communiquent en détail leurs expériences, refusant d'en tirer des avantages économiques. Fait rare et à souligner. En 1911, le congrès Solvay, réunissant les plus grands physiciens de l'époque, les Curie, mais aussi Paul Langevin, Einstein notamment, invente aussi une nouvelle manière de faire de la science. Elle sera internationale, conviviale, dégagée de toute considération politique. C'est comme ça qu'en 1939, le CNRS fonctionne avec des collaborations internationales, mais le projet est arrêté par la guerre. Au cours de celle-ci, les travaux sur la radioactivité aboutissent au fameux projet Manhattan et la création de l'arme atomique détournant les travaux des Curie dans un but meurtrier. Et pour plus d'informations là-dessus, je ne saurais que trop vous conseiller 1. De voir le film Oppenheimer et de 2. Surtout de lire la bande dessinée La Bombe qui est exceptionnelle. Suite au bombardement de Hiroshima et Nagasaki, les scientifiques s'engagent dès 1948 en faveur de la paix. Leur coopération est aussi rendue nécessaire par le coût croissant de la recherche, en particulier en physique, comme en témoigne le fonctionnement de l'ISS. De même, la coopération scientifique permet de lutter contre les pandémies, le sida, avec les premières trithérapies qui sont inventées en 1996, ou la Covid-19 en 2020. Enfin, cette coopération scientifique est de mise pour lutter contre le changement climatique. On l'a vu dans un chapitre précédent, le GIEC publie chaque année ses analyses et les stations de recherche en Antarctique sont un espace de collaboration internationale exceptionnel depuis 1959 avec le traité de l'Antarctique. Et donc avec tout ça, on aboutit graduellement à une mondialisation des connaissances qui reste encore imparfaite. Celle-ci passe bien entendu par la démocratisation de l'enseignement qui a eu cours au XIXe et XXe siècle.
L'enseignement public permet effectivement de former des fonctionnaires, des techniciens et des cadres, et il est développé dès le XIXe siècle. On crée les Real Schools en Autriche en 1799, les lycées en France en 1802 et les Public Schools au Royaume-Uni en 1868. On met aussi en place à côté des systèmes scolaires universels, c'est l'impôt qui va payer l'école. En France, on voit apparaître une administration de l'enseignement primaire qui s'affranchit progressivement de la tutelle ecclésiastique. Si la loi Guizot de 1830 oblige les communes de 500 habitants à créer une école publique primaire de garçons, les jeunes filles font tout de même l'objet d'une politique de scolarisation. En 1867, par la loi Duruy, toute commune de plus de 500 habitants doit ainsi avoir une école de filles, qui a quand même un programme différent de celui des garçons. En 1879, la loi Berthe oblige chaque département à avoir une école normale, qui forme les enseignants, et en 1880, la loi Camille-C ouvre l'enseignement secondaire aux filles, enfin. Et puis, ça vous le savez, je pense que vous l'avez appris largement en première voire avant, en 1881 et 1882, on a les lois Ferry qui rendent l'instruction primaire gratuite, laïque et obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de 6 à 13 ans révolus. Ça permet non seulement d'enraciner la République, mais aussi de soustraire les femmes à l'Église. Jules Ferry disait à l'époque, il faut que la femme appartienne à la science ou qu'elle appartienne à l'Église. L'État a choisi la science. L'alphabétisation, c'est en effet une des conditions de la démocratisation et de la libéralisation des sociétés, et elle n'est pas égale pour tout le monde, puisqu'on voit ici que les filles sont encore largement déscolarisées aujourd'hui dans certaines régions du monde. L'UNESCO œuvre ainsi à faciliter l'accès aux connaissances, et en particulier donc pour l'enseignement des filles. Depuis 1950, la proportion des personnes analphabètes dans le monde a été divisée par 3. C'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, 86% des adultes savent lire et écrire, mais seulement 65% en Afrique subsaharienne. L'analphabétisme est donc corrélé étroitement au niveau de développement des pays concernés. Et les femmes constituent encore aujourd'hui les 2/3 des 775 millions d'analphabètes. En Afghanistan, par exemple, pour chaque kilomètre de trajet en plus pour aller à l'école, la scolarisation chute de 19% pour les filles contre 1% pour les garçons. Cette question de l'émancipation et de l'éducation des filles est donc absolument essentielle aujourd'hui, et les freins, comme on peut le voir sur cette diapo, sont absolument nombreux, qu'on pense à la question du mariage, à l'emprise des parents ou à la question de la religion. Et donc avec la démocratisation, on va avoir une diffusion plus large des savoirs. Sauf que pour ça, il faut aussi vulgariser les publications scientifiques, autrement dit les traduire dans un langage qui est compris par le plus grand nombre. Aujourd'hui, l'anglais s'est imposé pour transmettre facilement les contenus, et seules les lettres et les sciences humaines s'opposent à l'anglicisation du langage scientifique. On parle encore, par exemple, très souvent allemand quand on fait de l'histoire médiévale, en tout cas dans les textes. La vulgarisation passe aussi par des colloques, des programmes scolaires, des médias dédiés permettant une intensification des échanges entre savants, une accessibilité quasi instantanée et universelle à l'information qui est largement facilitée par le développement d'Internet. Enfin, cette diffusion et cette construction des savoirs est profondément inégale et témoigne d'une certaine hiérarchie des puissances en termes de dépenses en recherche-développement, en nombre de diplômes, de dépôts de brevets ou encore de prix Nobel. Les États tentent ainsi de garder leur avance en limitant la diffusion de certaines découvertes. Si les brevets étaient surtout britanniques, allemands et français jusqu'en 1914, ils sont désormais surtout états-uniens, mais aussi et surtout chinois depuis 2017. Ces savoirs sont encore aujourd'hui largement polarisés, puisque les pays développés restent les principaux producteurs et diffuseurs de connaissances. La population alphabétisée et instruite y bénéficie d'enseignements performants. Certains pays émergents deviennent à leur tour des lieux de production de connaissances scientifiques, comme la Corée du Sud, l'Inde ou la Chine, on l'a vu avec le nombre de brevets qui sont déposés. Ces lieux sont concentrés dans les métropoles où se rassemblent les grandes universités, en particulier à Bangalore et Shanghai, et les centres de recherche qui bénéficient d'un transfert de technologies des pays développés. Néanmoins, l'accès aux connaissances reste limité dans les pays émergents et les pays en développement. Entre volonté de contrôle étatique et infrastructurel et religieux, la diffusion du savoir reste entravée, et donc, on le voit ici sur la carte des prix Nobel, c'est quelque chose qui est quand même très très inégal à l'échelle de la planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très rapidement en classe.